Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Rivers. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On a eu un gros week-end de basket et on va le décrypter comme tous les lundis. C'est le CQFR du week-end. Je suis rejoint par Shai. Je vous donne d'abord les résultats. Donc, il y avait 3 matchs ce week-end. Les Lakers ont éliminé les Warriors en l'emportant 122-106 dans le Game 6. Miami a éliminé les Knicks en gagnant 96-92 le Game 6. Donc, ça, c'était les matchs du vendredi soir. Samedi, il n'y a pas eu de match. Et dimanche soir, vous l'avez peut-être vu en direct, gros game 7 qui a vite tourné à la démonstration, une victoire 112-88 des Celtics, les Celtics qui sont qualifiés pour les finales de conférence avec un énorme Jason Tatum, auteur de 51 points. Shai, avant que je te donne la parole, juste, je pense qu'on va commencer avec Philly, évidemment. On peut parler de la performance de Tatum, mais juste sur les Sixers, j'aimerais quand même dire quelque chose. J'ai l'impression que sur ces Game 7, on a vu absolument tout ce qui était mis en avant par les détracteurs des Sixers, tous les points négatifs, toutes les petites critiques, tous les points qui ne donnaient pas envie d'y croire, j'ai l'impression qu'on les a tous vus sur le Game 7, allant de Doc Rivers à Joel Embiid en passant par James Harden. On a vraiment eu tout. Euh, et je C'est retiens ça. cette énorme contre-performance de Mais Philly. en fait, pour les gens qui nous ont un peu écoutés pendant la saison, en début de saison, milieu de saison, l'une des raisons pour lesquelles on était pessimiste, et ça pouvait peut-être paraître abusé sur le coup, parce que la période où Philly marchait bien, il y avait des raisons d'espérer. L'effectif est très correct, il y a des stars, bon. Mais enfin, moi, de base, je le dis à chaque fois, je suis pessimiste pour Philadelphie parce que je sais je crains à chaque fois que Embiid arrive diminué en playoff ou se blesse en playoff. Ça a malheureusement encore pas raté cette saison. Il s'est blessé au premier tour, il a manqué des matchs. Et puis, même s'il a été, voilà, il a été vaillant, il est venu sur le terrain, il a fait ce qu'il a pu, mais il était diminué. Et si je suis aussi pessimiste pour Philly chaque année, enfin depuis qu'il est là, c'est parce que James Harden, aussi fort qu'il puisse être en saison régulière ou qu'il ait pu être par le passé, c'est un ancien MVP, hein, c'est un mec qui est dans les 75 meilleurs joueurs de tous les temps, etc. En playoff, bah, il y a des trous d'air, un manque, il est pas au rendez-vous. C'est-à-dire, il a même été meilleur que ce que je pensais. Il a fait 2 matchs incroyables de haut niveau. Et par contre, sur les matchs qui comptent vraiment, ceux où on voit vraiment les très grands joueurs, bah, là, on l'a pas vu. Sur ce dernier match, on l'a pas vu non plus. Euh, Même au moment où il aurait pu dire, allez, il y a personne qui a de l'énergie, Embiid, il a l'air complètement cramé. Autour, personne n'est capable de prendre le relais offensivement. Peut-être que c'était à lui de le faire. C'est un mec qui est capable de mettre 40 points sur 2 matchs de playoff. Et bah non, c'est-à-dire qu'il faisait le meneur gestionnaire old school et il passait la balle et puis après, débrouillez-vous, quoi. Donc voilà, t'as raison, on a vu les limites. On va pas forcément rentrer dans le coaching de Doc Rivers parce que là c'est presque plus mental. Ils vont se mordre les doigts toute leur vie du Game 6. Je pense qu'ils avaient à portée de main avec Tatum qui était, voilà, ses 3 premiers cartons étaient catastrophiques et ils l'ont laissé reprendre confiance et ils ont pas achevé Boston quand l'occasion était là. Et derrière, bah ça voilà, si tu veux que c'est pas pour encore accabler Doc Rivers, mais après les stats parlent, les stats parlent Je, d'elles-mêmes, quoi. je vais en donner justement des stats à la fois sur Harden, sur Embiid et sur Doc Rivers. Ouais, Embiid, donc il finit à 5 sur 18 au tir sur un Game ouais. 7, ça fait très tâche. Euh, il y a beaucoup de choses à dire sur Embiid, on ne va pas pouvoir parler de tout dans le CQFR et je vous invite déjà dès maintenant à rester connecté sur la chaîne parce que cet après-midi on fera un podcast et là je pense on ira encore plus dans le détail sur les Sixers, sur Embiid. Mais bon, voilà, 5 sur 18 pour Embiid, 3 sur 11 pour Harden avec 5 balles perdues. Je suis totalement d'accord. Je, tout le côté, c'est le meilleur playmaker de la ligue. C'est une discussion qui m'a personnellement beaucoup fatigué, même si James Harden est un vrai playmaker. Ils l'ont pas fait venir. On va pas non plus réécrire l'histoire, c'est trop facile. Les Sixers, ils n'ont pas fait venir James Harden pour juste être un meneur qui prend 10 tirs et qui distribue 10 passes par match. C'est pas vrai. S'ils avaient besoin d'un mec qui prend pas des lay-up, ils pouvaient garder Ben Simmons. Lui, au moins, il défendait. Je pense qu'à un moment, faut quand même être réaliste. Harden, il a pris que 11 tirs. À un moment, il s'est complètement caché, il a complètement arrêté de tirer. Pour Doc Rivers, 10 game 7 perdus, c'est le double voilà, du deuxième coach qui a perdu le plus de game 7 dans l'histoire. Donc lui, il est premier avec le double.
de son dauphin. Après, Cinq, on peut dire que c'est juste pour le dédouaner un poil, c'est parce qu'il a une belle longévité, qu'il a souvent eu des équipes mais ok, compétitives, mais souvent dans les matchs clés, oui, il y a pas, voilà. il est sur 5 défaites de suite. Il n'a pas passé le second tour depuis 10 ans, alors qu'il a quand même eu à Mm. sa disposition Chris Paul, Blake Griffin, Kawhi Leonard, Paul George, Joel Embiid, James Harden, pas Jimmy Butler, pardon, mais voilà, il a quand même eu un Ben Simmons. Donc il a quand même eu un paquet de All-Star et ça fait 10 ans qu'il n'a pas passé le second tour. Il y a un moment évidemment dans le troisième quart-temps, 33-10 pour Boston, un 33-5, il y avait 55 partout. Ah, c'était une Et puis boucherie. d'un coup, il y a eu 88-60. Il y a eu un 33-5. Et c'est là maintenant, c'est dans ce moment-là, en fait, c'est donc Tatum qui prend feu. Mm. Tatum qui a fini avec 51 points, record sur un Game 7. Tatum qui met des paniers extrêmement difficiles. Mais là, à ce moment du match, c'est pas un ajustement de Boston ou quelque chose qui, tu vois, c'est vraiment Tatum qui a pris feu, qui a pris ses responsabilités, qui en patron a mis des paniers très durs. Mais au début, c'est pas une avalanche de points. D'abord, il y a effectivement 2-3 paniers à 3 points. Il y a un écart qui commence à se créer. Et là, zéro répondant. Il n'y a pas Ouais. un leader à Philly. Pas Mais rien. c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu Personne de pour stopper répondant. ça, en Il n'y a fait. pas eu de répondant, mais alors, effectivement, c'est pas un ajustement pile à ce moment-là, mais on voit aussi les résultats de l'ajustement du match précédent avec Robert Williams qui revient dans le 5. Ils ont complètement enlevé le pick and roll Harden-Embiid et les deux n'avaient pas, je sais pas, ou de l'énergie ou d'idées pour proposer autre chose. Et ça a fait la différence, quoi. Je trouve que là, on l'a vu pile à ce moment-là. Donc, comme tu disais, Tatum rentrait tout. Donc, ils étaient incapables de l'arrêter. Et Embiid, le premier, dont là, les limitations physiques, elles se sont vues quand même à ce moment-là. Ils ont commencé même à aller le provoquer un peu, alors que, parce qu'en théorie, c'est pas une très bonne idée. Ils ont compris qu'il était diminué. Et derrière, Philadelphie enfin, offensivement, il n'y avait rien. Et Boston a retrouvé le sérieux défensif et les acquis défensifs qu'ils avaient l'année dernière et dans leur bonne période cette année, avec Horford qui a été incroyable. Là, il a vraiment retrouvé son meilleur niveau défensif, à défaut de se remettre à marquer à 3 points. Il est hyper important. Et Robert Williams, voilà, on en avait parlé la dernière fois. Théo, on avait parlé sur Instagram aussi sur cet ajustement. Je le trouve essentiel et c'est peut-être l'ajustement décisif dans la campagne des Celtics et on en reparlera peut-être après s'ils vont jusqu'en finale même. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais là justement Robert Williams, mais en première mi-temps, c'est très serré malgré Ouais, un ouais. Harden maladroit et un Embiid maladroit en fait. Tu vois, le match, pendant longtemps, il est disputé sur un rythme qui plaît aux Sixers. Mmh. Pendant un moment, c'est un concours d'isolation entre Tatum d'un côté et Embiid de l'autre. Et sur ça, c'est un match que les Sixers ils peuvent prendre. Embiid, si tu te dis, oh bah nous, on veut jouer lentement, et lui, il peut jouer lentement aussi, et il va jouer ses 1 contre 1, et Tatum de l'autre côté, il joue ses 1 contre 1. Si ça revient à quelle est la superstar qui pèse le plus, en fait, tu as une chance potentiellement qu'Embiid Mmh. il fasse la différence. Donc, pour moi, Boston jouait pas forcément le meilleur match. C'est-à-dire que Boston, dans le premier mi-temps, dès que Brown a accéléré, dès qu'il y a eu un peu de rythme, les Sixers se fatiguaient et ça créait une différence. Mais ils n'ont pas souvent mis du rythme. On a vu qu'il manquait un organisateur à Boston, on a vu qu'il manquait un meneur qui est capable de pousser le tempo, on a vu des limites en fait. C'est ça qui va être le plus fou. Mais je vais le dire, même sur cette victoire de 25 points, on a vu des limites de Boston. Et si au moment où Tatum il commence son run, parce que après Boston a complètement déroulé, effectivement il y a eu un engouement autour des paniers de Tatum, comme certaines superstars savent le faire. Voilà, en plus, c'était pour le coup, on en avait beaucoup parlé. On se demandait est-ce qu'il est capable de, quand il porte son équipe, est-ce que ça peut vraiment entraîner son équipe? Là, ça a été le cas. Derrière, tout le monde s'est mis à mettre des 3 points du côté de Boston. Tout le Ouais. monde s'est mis à défendre. Les Sixers ont complètement lâché. C'est même pas que Boston s'est mis à retrouver son jeu. C'est qu'à un moment, Philly a lâché. J'ai même pas l'impression que c'est Boston qui a mieux joué. À un moment, Brogdon, il pouvait aller dans la raquette les yeux Ouais, c'est fermés. Il clair. n'y avait plus personne qui jouait du côté de Philadelphie. Ah non, le langage Mais corporel, c'est le langage corporel qui était. Ça oui, trahissait tout. ils n'y étaient plus. Mais si au Ouais. moment où il n'y a que plus 7, plus 8, où c'est encore jouable, Boston aussi s'est retrouvé à moins 7, moins 8. Mais il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse soit par Brown, soit par Tatum. Si à ce moment-là, il y a une réponse de Embiid, d'Arden ou de Doc Rivers, ou peu importe qui est le leader dans cette équipe, s'il y a une réponse, ce n'est pas le même match. Il n'y a pas la même prise de folie du côté de Boston où tout le monde se met à jouer libéré. Bien sûr qu'une fois qu'il y a plus 20, bah là, tout le monde à Boston est libéré et joue bien. Mais avant, si tu reviens, si tu empêches cette hémorragie, et là, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait personne, ni Embiid. Et oui, bon, le coup, cette année, ça va être le genou. Mais bon, à chaque fois, il y a quand même un truc. Hein. Embiid, Tous les ans. juste un petit truc. Embiid, il est passé de 33 points à 23 points. C'est la plus
forte baisse de points entre playoff et saison régulière pour un MVP. Embiid, il n'a jamais haussé son niveau de jeu en playoff. Il a été bon, parce que c'est un bon joueur, il a été fort. Je vous invite à regarder ses stats en playoff. Je vous invite à re-regarder les matchs, même si vous voulez. Embiid n'a jamais dominé complètement une série de playoffs, ou n'a jamais dominé plus que ce qu'il ne le faisait en saison régulière une série de playoffs. Ses pourcentages sont en baisse en playoffs, ses stats sont en baisse en playoffs, et c'est pareil pour Harden. Et Harden, c'est encore plus flagrant si on se concentre que sur les matchs à élimination directe. Enfin, ceux qui comptent le plus. Harden, j'en attendais presque pas autant sur 2 matchs de la série par rapport aux habitudes. Mais Embiid, après, à nouveau, c'est pas pour le dédouaner parce que je mets ça à sa décharge à chaque fois, tous les ans, quand on doit faire des pronostics sur les équipes. Je mets jamais Philadelphie dans les top favoris parce que je trouve qu'Embiid a une charge trop énorme en saison régulière, qu'il se blesse toujours à un moment et que je pense aussi que ça l'empêche probablement d'être aussi dominant. Il mise quand même beaucoup. Il a plein de baskets en lui, on a vu, c'est un MVP, mais il mise quand même beaucoup sur sa mobilité, sur ses qualités athlétiques pour dominer les adversaires. Et là, tu sentais qu'il avait un temps de retard sur des choses, un peu de fatigue à un moment. Et ça explique, je pense aussi, en plus du côté mental que tu as évoqué, qui est évident. Hein, mais malheureusement pour eux, ça a confirmé ce qu'on pensait d'eux toute l'année. Et en regardant le match, je me suis même dit, mais en fait, Boston n'aurait presque pas dû être poussé aussi loin en 7 matchs parce que ils avaient les ingrédients pour gagner cette série en 5 ou 6 matchs, je pense, malgré la qualité qu'il y a en face. Hein. Mais en jouant juste à moitié de ce qu'ils ont joué là ou sur le match précédent, je pense qu'ils passaient sans problème. Le premier match sans Embiid, ils n'auraient jamais dû le perdre non plus. Enfin, c'est ça, les Celtics se sont relâchés. De toute façon, sur cette série, on a vu des limites des Celtics. Après, voilà. Bon. Tatum, j'ai trouvé en première mi-temps, justement, qu'il ne mettait pas assez de rythme. En fait, j'avais cette formule où c'était... En fait, c'est dommage que le gars, il ne comprenne pas que c'est encore plus facile de mettre des lay-ups en transition, en fait. Parce que tu te dis, avec son corps, si lui, il pousse le rythme comme Jaylen Brown, en fait, ils peuvent tuer les Sixers. Ok, Embiid, il y a ses blessures, tout ça, mais aussi, Philly joue vraiment lentement, autant en attaque qu'en défense, et pourtant, les Sixers ont bien défendu. Les role-players des Sixers ont tenu leur rang. On ne peut pas dire le contraire. PJ Tucker, Tobias Harris, ils ont fait leur match, ces gars-là, en fait. Anthony Melton, ces mecs-là, en défense, ils étaient là. Embiid aussi était là en défense, mais oui, il est ciblé, mais il est ciblé pour l'écarter du cercle. Tatum, il n'a pas été fou, il n'est pas allé agresser Embiid dessous. Il l'a sorti du jeu, comme certaines équipes faisaient à Rudy Gobert, en fait. Et à un moment, ça, c'est une limite, comme certaines vont faire à Nikola Jokic. C'est une limite. Et ça, c'est pas que le genou, c'est pas qu'une blessure. Donc, je trouvais que Tatum, donc pour revenir sur Tatum, quand il est en réussite comme ça, voilà, on a le record de points sur un Game 7, 51 points. Non, mais faut saluer la façon dont il a rebondi, parce que c'était vraiment, enfin là, c'est les 2 matchs qui se sont enchaînés là. C'est le genre de truc qui peuvent te flinguer, alors peut-être pas te flinguer une carrière, tu vois, mais après, t'es vite étiqueté choker ou mec qui est pas digne du statut de superstar. Enfin, ça peut vite aller comme ça, quoi. C'est ça le souci. Et là, derrière déjà le 4e carton, il avait bien réagi sur le dernier match. Et là, voilà, Game 7 à domicile, il te plante ces points-là, c'est impressionnant. Puis je l'avais rarement vu aussi dans l'émotion, tu sais, à haranguer, à parler après avoir scoré, tu sais, limite à chambrer un peu. C'est peut-être un truc qui s'est aussi débloqué chez lui qu'il faudra surveiller parce que l'année dernière, je redis ça à chaque fois, mais je trouve que ces playoffs, ils avaient été exceptionnels jusqu'en finale où là, c'est là que ça, peut-être parce qu'il avait porté trop de charges aussi. Mais bon, en tout cas, bravo, c'est fort ce qu'il a fait. Mais d'où encore une fois l'idée, c'est plus facile de marquer en courant que de jouer des possessions constables. Il joue énormément. Par contre, il a un bagage technique qui est assez impressionnant. Il a casé tout un tas de moves, des 3 points. C'est smooth, c'est vraiment beau à voir. Hein, mais je me dis juste que des fois, il pourrait marquer encore plus facilement. En tout cas, oui, tu parles. Je crois que tu as mentionné Horford brièvement. Il y a effectivement Tonton à Horford. Tonton, il est là. Ouais, un match incroyable. De tonton, tu vois. Tu te dis, mais ouais, il a eu un impact. Alors, ses stats exacts, c'est 6 points, 10 rebonds, 3 contre. Mais ouais, sur la défense, sur Embiid, Robert Williams, les Celtics, Malcolm Brogdon qui sort du banc. Il y a quand même des role-players de très très haute qualité du côté de Boston. Mais quand il y a Horford, Williams, Smart et même les 2 autres, Tatum et Brown, qu'on identifie presque plus comme des scoreurs, mais qui sont loin d'être des mauvais défenseurs. Là, sur les séquences où Boston a vraiment fait le trou là sur le 3e quart-temps, c'est autant dû au fait que Philadelphie était complètement perdu, sans idée, tout ce que tu veux, au fait aussi que ça reste une équipe potentiellement
hyper effrayante en défense, quoi. Quand tu y penses, quand tu vois Horford, Williams, Smart, c'est fort, quand même. Non, clairement, oui. Il y a une formation assez incroyable. Et bon, Boston défiera donc Miami en finale de conférence. Ouais. Miami qui s'était qualifié en sortant finalement les Knicks, malgré 41 points sur le Game 6 de Jalen Brunson. Miami, bon, qui a fait le boulot comme on pouvait s'y attendre au final à domicile. Il Ouais, n'y a pas eu de. Jimmy Butler est un homme de parole, c'est comme ça. Il Ouais. avait dit que le Heat remporterait le Game 6, que même s'il fallait jouer 48 minutes, ils allaient gagner. Et voilà, deuxième équipe de l'histoire de la NBA à atteindre une finale de conférence en tant que huitième en saison régulière. Je crois que la première, c'était les Knicks. Ouais, en Et 99. voilà, donc ils ont pu tranquillement observer le Game 7 de cette nuit. Et juste sur ce Game 6, 3 sur 14 pour Randle au tir, 1 sur 10 pour Barrett. Bon, voilà, ça fait tâche. Ils se sont troués les deux sur les deux. Enfin, ils se sont trouvés sur le Game 6. Pour Eh, Barrett, bon, il est jeune. Pour Randle, ça commence à être aussi, là, pour le coup, un peu une habitude aussi. Barrett, dans tous les cas, il a fait des playoffs très encourageants, je pense. Il y a peut-être eu un peu d'irrégularité sur l'adresse, mais sur le reste, je pense qu'il a été bon. Et je pense que les Knicks en sont ressortis avec la conviction qu'il pouvait encore progresser, qu'il était bien, qu'il pouvait incarner l'avenir. Pour Randle, c'est plus compliqué parce que tu sais l'affection que j'ai pour lui, mais tu vois les fans des Knicks qui, en sortant du match, piétinaient son maillot et des trucs comme ça. Enfin, il est tellement clivant. Le problème, c'est que bon, quand il est fort, il est vraiment très fort et il peut te mettre 40 points, prendre une tonne de rebonds et être contagieux pour les autres, mais il est aussi contagieux négativement quand ça va pas parce que je reparle du langage corporel, mais tu sentais Ouais. qu'il était. Alors que le match est serré, le match il était encore jouable, ils sont revenus plusieurs fois, mais quand il rate, tu as l'impression qu'il blâme les autres, qu'il n'arrive pas à tout de suite repartir de l'avant, c'est compliqué. Là, l'intersaison va encore être mouvementée autour de lui. Je pense que les fans d'Enix doivent se dire bah, on n'est pas loin de quelque chose, mais avec ce joueur-là comme joueur 1, enfin 1B, peut-être, enfin, c'est pas vraiment un franchise player, mais c'est pas vraiment un lieutenant, c'est compliqué. Bah, je pense qu'ils ont envie de passer à autre chose et ça peut se comprendre, mais ouais. Evan Fournier n'a pas joué du tout Ouais, sur ce c'est match. dommage. Encore Quentin Grimes qui a eu tout le temps de jeu. Bon, Ouais. à ce stade, je pense que là, ça doit commencer à devenir prévisible. Lui-même, en tout cas, l'a dit. Hein, il le sait. Il a dit je sais que ma saison est terminée officieusement depuis très longtemps. Mm. Bon, il a joué carte sur table. Hein, il a dit qu'il va être échangé. Il ne Ouais. voit pas pourquoi les Knicks le feraient revenir. Moi non plus, je ne vois pas d'autres issues pour lui. Pour New York, ça ne sert à rien de garder un contrat comme ça et un joueur comme ça si c'est pour ne pas le faire jouer. Et pour lui, évidemment, à ce stade de Mm. sa carrière, Evan Fournier, il a besoin de jouer. Je pense qu'il a largement le niveau. Enfin, c'est même pas, je Bah oui. pense. Et on sait qu'il a largement le niveau pour jouer dans une équipe de playoff. Donc bon, voilà, on suivra ça pendant l'intersaison. Il y aura du mouvement forcément du côté de New York. Le point positif, c'est qu'on a vu que Jalen Brunson pouvait être un vrai patron pour cette équipe. Oh, incroyable, meilleure recrue presque all-time d'Enix quand tu vois l'argent engagé et le scepticisme. Non, mais l'argent engagé, le scepticisme sur le départ, nous y compris, on se disait c'est peut-être un peu cher pour un mec qui était très intéressant à Dallas, mais dont tu sais pas que ça peut être un patron. Et là, pouah je veux dire, le leadership technique en dehors, il est calme, c'est-à-dire qu'il s'enflamme pas, il est super, super fort, c'est un all-star, c'est un joueur ultra fiable. Ouais, ça les Knicks, au moins, enfin, tu sais que tu peux voyager loin. Il y a des équipes qui manquent de certitude et de visibilité pour après sur quel joueur miser pour avancer. T'as Bronson qui est sous contrat, qui est dans son prime, enfin qui va entrer dans son prime. Franchement, c'est super. Il y a rien à dire. Il a été parfait sur ses playoffs et il a peut-être même pas atteint le plafond. Je veux dire, c'est un mec qui repousse tout le temps le plafond qu'on envisage pour lui. Donc là-dessus, voilà, il y aura du mouvement comme tu as dit, mais je pense que alors Barrett que j'ai trouvé vraiment bien Et Brunson. et Bronson plus voilà, Quentin Grimes, c'est quand même Oui, tu vois, et des petits joueurs Mitchell comme ça. Robinson, il y a une base, Il y, a il y il a y une a des base choses, qui il y a de quoi s'installe. travailler. Après, est-ce que ce sera encore avec Thibodeau? J'ai l'impression qu'il a gagné un peu de crédit malgré voilà ces fameux dogmatismes sur des choses comme la rotation avec Fournier, tout ça, mais non, je suis pas très inquiet. Dans tous les cas, on aurait dit ça aux fans d'Enix en début de saison, ils auraient signé quoi. Tu perds dans un game 6 aux portes des finales de conférence, on t'aurait dit bah ouais, c'est cool, sans problème, on signe où. Oui, oui, quelque part, New York a fait une vraie belle saison. Et il n'y aura pas forcément le sentiment de déception ou de désillusion qu'on pourrait retrouver par exemple chez les Warriors. Les Ouf, Warriors ouais. qui ont été sortis donc en 6 manches.
les champions en titre, 122-101. Donc les Lakers qui gagnent ce Game 6. Et au final, Los Angeles, pour le coup, si avec un peu le recul, on se replonge sur le Game 5, où voilà, on avait le sentiment que Los Angeles n'avait pas forcément joué à fond en se disant, bon, on va finir à domicile. C'est clairement ce qui s'est passé. Ils sont revenus beaucoup plus sérieux. Et ils ont exposé les lacunes. C'est simple, j'ai une stat sur ce game. Stephen Curry met 32 points. Il n'y a pas un joueur du 5 majeur qui marque plus de 9 points. Et le deuxième meilleur marqueur du 5 majeur, c'est Draymond Green. DiVincenzo. Ah ouais, oui, non, 5 majeur, ouais. DiVincenzo sur le match, Ouais. mais le deuxième meilleur marqueur du 5 majeur, c'est Draymond Green. 8 points, 3 sur 19 pour Klay Thompson. 6 points, 2 sur 8 pour Andrew Wiggins. T'as raison, en fait. Par la petite porte, la Golden. T'as raison, on se demandait ce qui ressemblait un peu à un calcul pour économiser les forces de LeBron, de Davis et tout, si c'était pertinent, parce que on dit souvent qu'il ne faut pas laisser d'occasion aux grandes équipes de se relever. Hein. Les Kings l'ont vu, en soi, même les Sixers l'ont vu, ils auraient dû achever l'équipe les Celtics quand c'était possible. Et là, j'avoue que j'ai quand même été très surpris du match, parce que avec la dynamique qu'il y avait eu, la victoire dans le match précédent, le fait qu'il y a l'expérience, tout ça, que les Lakers gagnent, c'était très possible. Ils étaient à domicile et on a vu de quoi ils étaient capables là sur ces playoffs. Mais que ce soit aussi, il n'y a pas eu de suspense, quoi. Ils ont gagné tous les cartons. Ils ont gagné tous les cartons. LeBron a été excellent. Anthony Davis était bon. Austin Reeves a été incroyable. C'est plus du tout un role player. C'est un joueur crucial de l'équipe. On le dit tout le temps. Voilà, on l'a dit souvent, mais là maintenant, je pense que je le crois vraiment. Il fait 23 points, 6 passes à 4 sur 5 à 3 points, encore toujours des. Ouais, il met son panier du milieu de terrain au buzzer juste avant la mi-temps qui donne 10 plus 10. Enfin, que des trucs comme ça qui. Mais pour revenir à ce que je disais, j'attendais plus des Warriors. Je m'attendais soit à ce que collectivement ils soient sur la lignée de ce qu'ils ont fait sur le match d'avant, soit que Curry soit le Curry du Game 7 contre Sacramento qui marque 50 points, je sais pas, un truc. Et il a fait ce qu'il a pu, 32 points, c'est loin d'être ridicule, mais quand tu n'as vraiment personne autour qui fait le job offensivement, tu peux pas. Et les Lakers ne sont pas les Kings défensivement, ils ont pu priver les autres, gérer les autres et faire en sorte que Curry marque pas 50 points. Donc il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a même pas à dire c'est un hold-up, c'est quoi que ce soit. C'est une victoire logique finalement sur la physionomie de la série et la manière dont se sont joués les matchs. Les Lakers ont ultra mérité leur qualification. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine à Los Angeles sur ces playoffs. C'est vrai qu'il y a des équipes qui se révèlent en playoffs et j'ai l'impression que c'est le cas. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je pensais vraiment pas. En cours de saison, quand ils font ce trade, j'arrêtais pas de dire c'est trop tard, ça sert à rien. Et au final, j'avais peut-être sous-estimé les difficultés qu'il y aurait ailleurs aussi. Et je pensais vraiment pas que les Lakers seraient aussi compétitifs, quoi. Je m'attendais peut-être à une qualif via le play-in ou quelque chose juste sur le talent de LeBron et Anthony Davis. Mais on touche encore du bois pour eux. Ils ont toujours pas de blessures. Tu vois, le réflexe que j'ai avec Philadelphie, je l'ai aussi de base maintenant avec Los Angeles, et c'est pour ça que j'ai été sceptique. Et là, Anthony Davis, même s'ils sont un peu en gestion, il faudra voir si ça tiendra contre Denver, parce que c'est encore une fois pas le même adversaire. Mais là, en gérant autant que possible et en enchaînant aussi les matchs, ça se passe bien et c'est incroyable. Mais les Lakers sont en finale de conférence. Et ça me fait penser aussi que tous ceux, peut-être nous aussi, on s'était dit que la bulle, c'était un contexte très très particulier. Qu'il y en a qui ont dit c'est pas vraiment du basket NBA, il n'y a pas de déplacement, de trucs comme ça. On retrouve exactement les mêmes finales de conférence que dans la bulle de Disney World. Donc ces équipes-là, sur 3 ans, elles ont quand même. C'était pas un hasard total, parce que c'est des équipes. Denver et les Lakers ont la même base, Miami a la même star, et Boston a la même équipe. Donc c'est encore une ode quelque part à la continuité. Et pas au changement abrupt en milieu de saison. Alors les Lakers ont changé des choses, mais les deux stars sont les mêmes. Il n'y a pas eu de Kyrie ou de Kevin Durant qui est arrivé. Donc je trouve que c'est un signe intéressant pour la façon dont travaillent les équipes aussi. D'ailleurs, juste sur LeBron, donc il fait 30 points, 9 rebonds, 9 passes sur ce Game 6. Et il a été beaucoup plus dominant, balle en main, que sur certains matchs. On l'a vu parfois role player de luxe, avec tous les guillemets qu'on peut mettre sur certains matchs de playoff. Et là, on a eu le LeBron qui prend la balle, genre là, maintenant c'est mon moment. Et du coup, ce serait intéressant de voir est-ce que quelque part il en gardait sous pied. On sait quand même que c'est un joueur très intelligent et c'est un joueur très expérimenté qui est capable de savoir à quel moment
il peut ou il doit accélérer et vraiment prendre les choses en main. Et si LeBron on a effectivement gardé un peu sous le pied en se disant bon bah maintenant c'est les finales de conférence, c'est maintenant que je dois être le LeBron ultime, c'est intéressant pour Los Angeles. Après bon, ce sera à voir, hein, c'est pas dit, hein, ça reste un joueur de 38 ans, donc physiquement c'est plus tout à fait le même, mais ça je trouve ça intéressant pour les Lakers. Ouais. J'aimerais parler de quelque chose complètement hors playoff, juste rapidement, les Grizzlies, Ja Morant. Tu veux Je suis m'achever, c'est désolé, ça? Shai. Je suis désolé, Shai, mais à un moment. Ah ouais, je vais être obligé de me ranger de ton côté. Je suis obligé de quitter. Donc Ja Morant qui a été filmé encore une fois avec un gun. Après tout ce qui s'est passé, après tous les épisodes, après la réhab, après le j'ai changé, etc. Et voilà, il est suspendu par les Grizzlies. Mais on avait senti, enfin, je veux dire, sur le coup, en tout cas, enfin, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'aussi vite il soit en train de se faire filmer avec un gun. Et encore, son pote, c'est ça le pire, c'est que là, ils pourront blâmer les fréquentations et machin, mais son pote, il voit tout de suite que Morant, il sort un flingue et ils sont en train d'écouter de la musique dans une voiture et tout. Et son pote, il voit, il détourne tout de suite la caméra, donc il faut faire pause pour voir qu'il a un flingue, parce que si tu regardes en direct, je pense pas que tu vois, ça va très très vite. Donc là, c'est lui tout seul, c'est-à-dire que c'est pas, il a pas été photographié ou filmé dans la rue avec un flingue à la ceinture, tu vois, où tu peux te dire bon, là, le gars, il l'exhibe, c'est encore le côté exhibition qui pose problème. C'est la presque promotion. Regardez, j'ai un flingue. Ce qu'on avait pressenti sur bon, les excuses, l'interview, voilà, je veux dire, ça pouvait être crédible, mais les 48 heures ou enfin, les 3 jours passés en thérapie, on ne sait même pas quoi exactement, de gestion du stress, on sentait que c'était très rapide, que la suspension était un peu faiblarde. Même moi qui suis, voilà, qui suis pour la rédemption, j'espérais vraiment qu'il ait compris parce qu'il y avait plein de trucs, ça lui a été mis en pleine face. Et même si c'est beaucoup de pression de représenter une franchise, une marque, tout ce que tu veux, là, quand c'est dans l'exhibition, ça devient compliqué. Là, je sais pas, vu que c'est hors saison, je sais pas ce qui va être fait ou pas, mais il a été mis à l'écart de l'équipe et là, c'est pas pour, je veux pas être pessimiste, mais je pense qu'il va perdre son contrat avec Nike. Et je pense que la NBA va lui mettre. Il était en sursis plus ou moins, donc il va peut-être. C'est pas 8 matchs qu'il va prendre, c'est 50 à mon avis. Tu Voilà, penses qu'il va prendre 50? bah, alors c'est pas en saison, c'est pas, il a pas emmené le flingue dans le cadre d'une Ouais, c'est ça. sortie de l'équipe, donc peut-être je Là, suis il est en dehors peut-être alarmiste, mais enfin voilà le timing quoi. C'est même pas un mois après, il refait ça. Encore une fois, c'est l'exhibition. Ils ont dû lui dire fais gaffe. Et là, c'est de l'exhibition. Et regardez, j'ai un flingue, tu vois. Tu vois le truc. Donc je Bon. pense qu'au bout d'un moment, je veux dire, avec David Stern à l'époque, il serait en prison limite. mais là, Adam Silver est plus dans la pédagogie, la bienveillance, tout ce qu'on veut. Mais au bout d'un moment, je pense qu'ils vont se dire, ça suffit là, c'est bon quoi. Et même les Grizzlies peut-être, hein, ils vont se dire, c'est bon, on a besoin que tu sois. Enfin bon, c'est très très décevant dans tous les cas. Bon, en tout cas, on suivra tout ça avec attention, hein. On gérera évidemment sur Basket Session les news et tout ce qui tombe par rapport à cette affaire. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans la late session, Ouais. éventuellement de demain sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Et comme je vous le disais, aujourd'hui sur la chaîne, il y aura un podcast. On va rentrer beaucoup plus en détail sur l'avenir et la sortie de route des Sixers, des Suns, des Knicks, des Warriors. Voilà, c'est des problématiques différentes, mais on va revenir sur ces 4 équipes qui ont été éliminées. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Basket Session, sur la chaîne Basket Session Reverse, sur le site internet et sur la chaîne Twitch. Salut à tous! Ciao!